Bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduite du changement RH et coach carrière. Il y a un an, dans un article du magazine RH Line qui traitait des stéréotypes autour de la fonction RH et dans lequel je témoignais avec d'autres confrères et consoeurs, j'ai réalisé que certaines représentations et idées reçues sur la fonction souffraient encore d'une image vieillotte et assez souvent peu valorisante. Aujourd'hui, c'est avec ma casquette de militante pour le rayonnement de la fonction RH que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme notre invitée du jour. Une femme pétillante, brillante et surtout en première ligne avec les RH qu'elle accompagne au travers de son cabinet de conseil Reliance. Avec Candice Vaujac, nous nous interrogerons le temps d'un café sur l'essence même du métier de RH, mais aussi sur ses difficultés, ses challenges, son futur, ainsi que ses petites et grandes victoires. Bonjour Candice. Merci Candice d'avoir accepté l'invitation au Café sans filtre avec ton RH. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis Candice Vaujac, je dirige la société Reliance et notre cœur de métier, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et toutes les organisations vers le meilleur épanouissement possible de leur organisation. Je suis un petit peu curieuse, est-ce que tu peux me dire comment l'aventure Reliance a commencé ? Oui. Alors c'est une belle histoire qui a commencé en octobre 2011, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. Bravo. Merci. En réalité, moi j'étais salariée dans un grand cabinet de conseil à Strasbourg où ça se passait plutôt bien, à l'exception près que nous prenions beaucoup de choses pour nos clients, mais nous n'étions pas capables en fait de les intégrer pour nous-mêmes en interne. Et mon patron me disait sans cesse « Ah mais tu sais Candice, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé ». Et pour moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer Reliance, l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé, moi, travailler. Est-ce que ce métier d'accompagner les RH, c'est un métier que tu as eu depuis toute petite ou c'est venu au fur et à mesure ? Non, c'est vraiment venu au fur et à mesure. D'ailleurs, je n'étais pas forcément centrée que sur les RH au départ, mais c'est vrai qu'il se trouve que c'est une fonction clé et majeure dans les entreprises. Donc, aujourd'hui, ça s'est fait comme ça. Selon toi, qui sont ces courageux, ces doudingues, comme j'aime bien les appeler, qui se lancent dans des carrières très éprouvantes et souvent très dures au quotidien, qu'est les fonctions autour des métiers RH ? Alors, c'est souvent des personnes qui soit ont de très grands idéaux pour les relations humaines et qui parfois d'ailleurs peuvent être un petit peu dans une utopie ou des illusions de bisounours attitude. Mais c'est surtout en général des personnes qui ont envie d'œuvrer pour un bien-être collectif et d'arriver à faire avancer un groupe qui va vivre ensemble. Pour moi, c'est plutôt essentiellement des gens comme ça que je rencontre qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent pour un groupe. Et aujourd'hui, pour toi, un RH en 2021, c'est quoi ? Un RH en 2021, pour moi, c'est vraiment une personne qui va créer du lien entre toutes les personnes qui composent ce collectif. C'est-à-dire vraiment arriver à recréer en fait une sorte d'harmonie au sein d'un écosystème qui est une entreprise qui reste pour moi un organisme vivant. Et donc c'est être un peu le garant de cet écosystème vivant. Je suis très curieuse, je continue. Qu'est-ce qui fait qu'un RH a de la valeur ajoutée pour une entreprise au-delà de répondre aux aspects administratifs et juridiques liés au métier ? C'est justement par cette fonction de créer du lien. La valeur ajoutée, elle est essentiellement dans le fait de peut-être repérer un petit peu parfois certains dysfonctionnements ou au contraire des choses qui fonctionnent et de matérialiser ces actions peut-être d'amélioration, de pouvoir proposer des champs d'innovation, de pouvoir avoir un temps d'avance. Et en tout cas, de repérer, d'être source un petit peu de choses qui sont en train d'émerger et que parfois le RH voit d'abord avant les autres personnes de cet écosystème. Voilà, un peu des pionniers. Ah, j'aime bien la notion de pionnier et ce que tu disais un petit peu avant de proximité avec l'humain.
Pourquoi, selon toi, est-ce si difficile de faire évoluer le métier de RH vers une fonction stratégique ? Alors pour plusieurs raisons. La première peut-être tient encore du fait que cette fonction est pas forcément toujours valorisée à juste titre. On a souvent l'impression que tout le monde peut faire des RH. Un petit peu comme la communication où on se dit ah oui bon bah ça c'est juste une infographie, c'est juste une affiche, c'est juste un logo. Bah non, en réalité il y a quand même du travail derrière. Et ben c'est pareil pour les RH. La partie on va dire plus technique, plus opérationnelle, voilà sur la paye, sur le côté social. Oui bien sûr ça c'est technique, ça s'apprend, il y a des vrais codes derrière. Mais sur le côté plus global de la fonction RH, ça demande quand même des vraies compétences. Le fait de savoir repérer des signaux faibles, ce que je disais en fait avant. Et ça peut parfois faire un petit peu peur, soit à la direction, soit aussi d'ailleurs aux collaborateurs. Et c'est un métier qui est vraiment pris entre deux feux finalement, entre la direction et les équipes. Et c'est pas toujours évident pour la direction d'entendre à quel point cette fonction est stratégique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on les retrouve pas forcément dans les CODIR. Et ça, c'est toujours un peu problématique. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Est-ce que tu penses que la crise sanitaire que l'on vit depuis plus d'1 an et demi maintenant permet d'envisager la fonction RH sous un nouvel angle ? Oui, j'espère en tout cas. J'espère. Chez certains de nos clients, nous, on a vu que ce sont les RH qui avaient pris pas mal les choses en main, notamment pour conserver le lien, même à distance, qui avaient été source un peu d'inventivité pour créer des groupes voilà, d'échanges sur les réseaux ou d'essayer d'avoir des activités un peu pour conserver le lien entre tout le monde. Et c'est surtout en fait des personnes qui vont devoir de plus en plus accompagner ces transitions professionnelles, accompagner les changements d'organisation du travail, mais ça reste encore peut-être une fonction vers laquelle on ne se tourne pas systématiquement quand on est collaborateur pour aller exprimer ses difficultés. Et ça, c'est bien dommage. Peut-être qu'il y a vraiment un rôle de sensibilisation et d'information pour expliquer en fait vraiment de façon pédagogique à quoi sert un RH. Et son rôle, c'est aussi d'être là, d'écouter, de faire le lien et sans jugement, en neutralité, mais d'être un peu le garant et le fondement de ce bien-être collectif là dont je parlais. Mais les équipes ne se tournent pas forcément toujours vers le RH. C'est vrai que les RH ont parfois mauvaise presse. Ben oui, soit c'est un peu le suppôt de Satan, entre guillemets, parce que voilà, très lié à la direction, soit ils annoncent des mauvaises nouvelles en cas de, voilà, de plan sociaux par exemple, mais c'est je pense important de faire la part des choses entre la fonction et les personnes, et en réalité je crois que la fonction RH dépend vraiment beaucoup de la vision que la personne qui incarne cette fonction veut pour son rôle, et ça c'est essentiel je pense. C'est vrai, il y a l'aspect représentation de ce que l'on peut être en tant que RH qui aussi doit être appuyé je pense par la direction. Oui tout à fait, oui. Mais je pense que cette fonction est vraiment, enfin, doit être, en tout cas de mon point de vue, la fonction la plus authentique possible et qui fait preuve aussi parfois d'une grande vulnérabilité. Et je crois que c'est les enseignements qu'on retire aussi là, de cette crise, enfin qu'on continue à retirer de cette crise. C'est vraiment de rester dans on va dire une affirmation vulnérable. Oui, il y a des choses qui sont compliquées, mais au-delà de ça, on doit quand même pouvoir continuer à travailler, à tenir le cap, à garder la vision qu'on veut pour l'entreprise. Et le dirigeant, ou la dirigeante en sont bien sûr les garants et portent cette vision et ce cap. Et les RH en fait sont là en soutien, en appui pour infuser en fait un peu plus auprès des équipes pour que ça crée une osmose un peu plus complète au sein de l'entreprise. C'est intéressant ce que tu dis et du coup j'ai envie de te poser la question, selon toi, la fonction RH, c'est une fonction qui est isolée ou isolante ? Alors, en réalité, un petit peu des deux. Et je pense que ça tient vraiment beaucoup à la personne qui incarne cette fonction-là. Isolante parce que oui, le RH doit rester dans sa neutralité, son impartialité. Et donc, forcément, c'est plus difficile de créer peut-être des liens plus d'amitié, on va dire, au travail. Mais encore que c'est tout à fait possible de faire la part
plupart des choses. Donc parfois, il peut y avoir cette tendance isolante parce que les RH vont mettre un écart et une distance entre les collaborateurs ou la direction d'ailleurs et eux-mêmes, alors que cette part des choses pourrait être faite sans doute. Et isolé parce que, voilà, sans doute lié à l'image dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est pas toujours voilà, la fonction qui a la meilleure presse au sein de l'entreprise, oui. Quel est, selon toi, le chantier prioritaire sur lequel les RH doivent être accompagnés ? Alors, je pense que là, c'est vraiment le fait d'accompagner cette transition du monde professionnel qu'on vit là depuis 1 an et demi, qui en réalité avait déjà commencé avant, mais qui là est devenu bien plus visible. Et donc, c'est pour moi tout ce qui est sur la conduite du changement, et notamment l'innovation dans la conduite du changement, le changement dans les pratiques professionnelles, aussi le changement de posture, le changement de mentalité et peut-être de regarder le travail un petit peu différemment avec davantage de sens, de savoir à quoi est-ce qu'on contribue parce qu'on peut fabriquer, produire des pièces dans l'industrie lourde, mais c'est de savoir à quoi on contribue en fait finalement. Le sens. Le sens, oui. Quelle solution apporte par exemple ton cabinet aux RH surmenés, surchargés, fatigués ? Alors nous, on leur apporte essentiellement 2 choses. L'écoute d'abord, parce qu'on a un service de coaching en ligne qui permet en fait aux RH ou d'ailleurs aux dirigeants ou aux managers de pouvoir prendre rendez-vous directement avec nous dans nos agendas et de pouvoir planifier 1 heure et de faire un petit peu le point sur ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, on apporte aussi en fait de la méthode pour essayer de voir quels sont les outils qui pourraient être mis en place dans la conduite du changement, justement sur l'organisation du travail ou sur les relations professionnelles ou sur la posture d'ailleurs à tenir dans ce contexte de crise. Donc de l'écoute, de la méthode et en fait aussi une solution peut-être de première réponse puisqu'on a développé en fait un moteur de recherche de solutions, un peu le Google entre guillemets pour les RH et managers et dirigeants où en fait ils sont amenés à regarder en fait la thématique qui leur pose question et ensuite à choisir plus précisément quelle est leur demande, quelle est leur difficulté ou leurs besoins ou quels sont les symptômes qu'ils perçoivent et ça leur renvoie ensuite à soit différentes solutions, soit des articles de blog, soit des fiches outils à télécharger ou des livres blancs, mais en tout cas d'avoir un premier niveau de réponse pour ne plus être seul face à des symptômes qu'ils constatent. Et ça, c'est vraiment important, je pense, pour la suite. Pour toi, au-delà de la fonction RH, comment fait-on pour mener une vie pro épanouie ? Est-ce que tu as quelques exemples à partager avec nous ? Oui. En tout cas, l'exemple peut-être que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien ou le nôtre au sein de Reliance. Nous, on essaie de faire vraiment très attention à la charge de travail, notamment à l'équilibre dans la charge de travail, donc sur les horaires, d'essayer de libérer au maximum les horaires et pour un cabinet de conseil, de ne pas terminer tous les jours à 20h ou travailler les week-ends. Mais si on a envie de prendre 1 heure ou 2 de récup dans l'après-midi, de ne pas hésiter à le faire, quitte à terminer à un autre moment ce qu'on était amené à faire. Donc voilà, en fait, je crois que c'est de s'interroger en permanence sur comment je me sens, qu'est-ce qui est bon pour moi, d'essayer de trouver en fait la discipline ensuite pour s'accorder ces temps de pause. Et moi, je sais que je propose souvent à mon équipe de dire, c'est en pleine période de rush que c'est là qu'il ne faut pas hésiter à prendre ces heures de récup. C'est intéressant ce que tu dis et ça m'interroge sur la difficulté qu'on a aujourd'hui au sein des structures de prendre du temps de pause ou réfléchir à une organisation qui permettrait d'être beaucoup plus épanouie. Je m'explique, quand je conseille des entreprises sur le côté organisation, je suis très surprise de voir les freins internes qui existent quand on propose par exemple d'aménager en laissant une demi-journée aux salariés pour pouvoir vivre tout simplement. Est-ce que quelque part, après c'est une réflexion que je me fais et sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que quelque part on a du mal à s'autoriser de vivre ?
Ah oui, alors ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup le poids d'un conditionnement qu'on a reçu en fait ces dernières années, ces dernières décennies même, et que justement là, on est face à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec les générations baby boomer, X, Y, Z, en se disant assez jeunes de nos jours, ils veulent du temps pour vivre n'importe quoi. Nous, de notre temps, on devait travailler et en plus on travaillait 40 heures par semaine, etc. Mais je crois que là, on est face vraiment à un changement d'air dans le monde du travail et qu'il ne faut pas hésiter en fait à laisser derrière nous un ancien monde pour aller vers ce nouveau monde qu'on est en train de construire et donc de construire l'équilibre qui va avec. Donc oui, certainement, on a encore un petit peu du mal peut-être. En tout cas, moi, je le vois chez certains de nos clients et je le vois encore chez nous où voilà, on va hésiter parfois à prendre une heure ou à prendre une pause alors que c'est utile parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, je pense qu'on est plus efficace et plus performant quand on fait les choses au moment où on est dans l'ambiance de les faire. Et donc, on décale aussi pas mal de choses. Je prends l'exemple voilà, d'une collaboratrice chez nous qui s'occupe de rédiger les articles des posts sur les réseaux sociaux et qui se retrouve souvent confrontée à la page blanche et qui avait prévu de faire ça le jeudi matin de 9h à 11h. Mais si le jeudi matin de 9h à 11h, le dieu de la créativité n'est pas avec elle, et ben elle n'hésite pas à repousser ça à un autre moment et on se laisse toujours un peu de latitude. Donc en fait, on est très très rigoureux sur le planning, en mode gestion de projet, de se dire qu'on va essayer de faire les choses avec le plus d'anticipation possible quand, bien sûr, on peut le faire. Et on n'hésite pas à faire des prévisionnels, on va dire, de planning à 3 mois, à 3-4 mois pour justement ne pas être dans le rush ou de ne pas être à la dernière minute pour que tout le monde puisse un peu organiser son travail en fonction de l'énergie qui est présente aussi du moment. Super, merci. On est prête à faire de la philosophie. Est-ce que pour toi, le RH est garant de la satisfaction des collaborateurs en entreprise ? Alors en partie. Par rapport à ce que je disais justement avant, c'est que le RH, dans sa fonction du 21e siècle, pourrait être ce garant de se donner le droit à vivre, par exemple, mais en tout cas à prendre des pauses ou à essayer de concilier un équilibre épanouissant dans son travail. Et en réalité, c'est aussi la responsabilité de chacune et chacun au sein de l'entreprise, parce que comme le bonheur, en fait, tout ne peut pas dépendre que d'une seule personne. Tout comme on parlait de Chief Happiness Officer, je pense que ça aurait été vraiment compliqué de tout mettre sur les épaules d'un pauvre Chief Happiness Officer qui ne peut pas faire le bonheur des personnes déjà contre leur volonté. Si elles n'ont pas envie d'être heureuses, c'est aussi leur choix. Et ça, tout est légitime et tout est OK là-dedans. Mais c'est vraiment important, je pense, que chacun retrouve sa responsabilité et se responsabilise par rapport à ça et de faire ses choix en se disant OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Donc, le RH peut être un garde-fou, mais pas forcément le garant principal. Selon toi, qu'est-ce qui relève du collaborateur et qu'est-ce qui relève du RH ? Alors, ce qui relève du RH, ça va être vraiment toute la partie cadre et structure. Ça qui a été défini par l'entreprise, donc dans le règlement intérieur par exemple, ou de façon générale dans la culture d'entreprise, voilà ce qui est toléré, ce qui ne l'est pas, et qui est garant aussi du vivre ensemble collectif. Mais ça, c'est pas non plus que le RH, c'est de façon très générale dans l'entreprise. Et pour les collaborateurs, ce qui relève finalement d'eux-mêmes, ça va être leur comportement, leur posture, leur façon d'être avec leurs collègues ou avec les RH, donc la façon de se parler, la façon de se comporter, et aussi ce qui relève d'eux, c'est de se remettre en question. Très juste. Travail et émotion, un mélange qui fait peur en France. Pourtant, les émotions sont très liées à la façon dont on évalue la qualité de la relation en travail. Pourquoi s'éloigne-t-on le plus possible de ce que l'on ressent en entreprise ? Eh ben, je pense simplement parce que ça nous fait peur et qu'on ne sait pas l'appréhender. En réalité, nulle part, pour le moment en tout cas, nous avons appris à accueillir nos émotions. C'est sûr qu'il n'y a pas un cours à l'école pour pouvoir accueillir ces émotions. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais c'est essentiellement pour cette raison-là. En réalité, les émotions donc, principales qu'on rencontre, la colère, la tristesse,
voilà, en entreprise sont vraiment des émotions qu'on essaye de bannir, mais même la joie en réalité. Moi, je rencontre souvent voilà, au sein des entreprises des personnes qui disent « Ah non, mais il ne faut pas être trop enthousiaste non plus, hein, parce que sinon, ça inquiète aussi toujours un petit peu. » Je crois que c'est ça, c'est comme on ne sait pas en fait les gérer, les accueillir ou se laisser traverser par ces émotions, on préfère se couper de ces émotions, donc c'est plus simple. Mais là, encore une fois, le contexte actuel va nous aider ou est en train de nous aider parce que là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est normal que ça nous fasse peur, c'est normal que ça nous ait rendu triste, c'est normal que ça nous ait mis en colère ou que ça nous mette encore en colère. Plutôt justement là que d'essayer de dépasser ces émotions, c'est de voir comment je me laisse traverser par ces émotions-là. Et je pense en tout cas, mais encore une fois, ça n'engage que moi, que c'est vraiment à cette condition-là qu'on va arriver à aller au-delà de ce contexte en étant plutôt dans l'acceptation et dans l'observation en fait de ce que ça me fait à moi. Donc si ça me fait ça à moi, peut-être que je peux aussi imaginer ce que ça fait à mon collègue ou à mon dirigeant ou à mon RH justement. Et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à se rejoindre ensemble en collectif. C'est bien dit. Ça fait résonner certaines expériences aussi que j'ai pu vivre en entreprise. C'est-à-dire que on ressent une émotion négative, par exemple, enfin négative, c'est pas bien, je connote, mais je ressens de la colère vis-à-vis d'une situation et je le garde pour moi. Il y a deux scénarios qui peuvent se présenter, soit je le garde pour moi trop longtemps et à ce moment-là, je deviens malade, ou alors je le garde trop longtemps et ça pète et à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de soigner la relation. Et là, l'entreprise est encore une fois perdante. Donc la question des émotions en entreprise, je pense qu'on pourrait écrire un livre. Mais déjà, si on commençait par les reconnaître et les accepter, ça serait déjà une étape très importante. Oui, effectivement, je partage complètement ce constat-là. Ça demande beaucoup de courage en réalité d'aller reconnaître à l'intérieur de soi les émotions parce que c'est de loin pas si simple. Par exemple, on va ressentir de la colère par rapport à une situation, mais ça va être le symptôme qu'on voit alors que peut-être derrière il y a eu de la tristesse ou il y a eu de la peur. La plupart du temps d'ailleurs, c'est de la peur qu'on rencontre en entreprise parce que j'ai peur que mon collègue me prenne ma place, parce que j'ai peur de ne pas savoir bien faire, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, parce que j'ai peur qu'on voit mon incompétence, entre guillemets, parce que j'ai peur du contexte actuel, etc. Et c'est pas grave, en fait. Et je crois que c'est de sortir de ça, de se sortir, en fait, de la performance à tout prix et que l'être humain est une ressource au sens capital de production et en tant que machine. Non, en fait, nous aussi, comme les ordinateurs, par exemple, on a besoin de faire nos mises à jour. Et nos mises à jour, ça passe par l'accueil de nos émotions, par exemple. Autre sujet, mais tout aussi intéressant, je m'interroge sur comment, en tant que RH, on crée une relation quand on a un périmètre énorme qui peut aller jusqu'à plus de 500 collaborateurs à gérer. Oui, c'est vrai que ça, c'est la principale difficulté qui est rencontrée. Très honnêtement, c'est vraiment difficile de créer une relation intense ou de qualité ou de proximité avec un groupe d'individus aussi nombreux. Et c'est la raison pour laquelle, en général, on essaie de privilégier des plus petits groupes, on va dire de 20 à 40 personnes. Et peut-être que ça peut passer par le fait de faire des ateliers collaboratifs de temps en temps, des petits déjeuners régulièrement où on invite par groupe de 10 des collaborateurs. Ça peut être d'avoir aussi un réseau d'échanges en fait, de messages tous ensemble, mais à 500, ça devient vite compliqué. Donc, il faudrait plusieurs fils de conversation. Mais c'est essentiellement ça, en fait. C'est de créer une régularité dans le lien où ce ne sont pas forcément toujours les mêmes personnes qu'on voit, mais où les personnes savent qu'elles ont un espace pour pouvoir se retrouver. Donc, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être un déjeuner, ça peut être un temps de 17 à 18, par exemple. Et voilà, et ça, c'est proposé souvent toutes les semaines, donc dans les plus grands groupes, d'avoir ce temps. On sait que toutes les semaines, par exemple, le mardi matin, il y a une salle où on peut se retrouver et vient qui veut, ou alors c'est un roulement par tirage au sort, par exemple. Et au fur et à mesure, on arrive à rencontrer tout le monde, mais c'est sûr que créer un vrai lien de proximité, ça prend quand même vraiment du temps et ça peut prendre plusieurs années. Merci pour ces exemples de pratiques pour justement créer de la proximité avec les collaborateurs. On arrive à la fin de notre échange et la dernière question du podcast, c'est souvent une prédiction, une conviction, une intuition, voire un pari
Si tu te sens l'âme joueuse, quel pari es-tu prête à prendre avec nos doudingues de RH? Alors le pari pour moi, ce serait vraiment qu'ils puissent contribuer à leur niveau et à leur mesure, à œuvrer encore un petit peu plus sur cette partie du vivre ensemble. Et notamment, encore une fois, le contexte nous y invite très fortement puisque voilà, on se rend compte qu'il pouvait déjà y avoir des oppositions forcément de point de vue ou de vision du monde au sein des entreprises, ce qui est tout à fait normal. On n'est évidemment pas tous d'accord, mais là aujourd'hui encore plus et voilà sur un certain nombre de sujets. Et c'est d'arriver en fait à accompagner cette transition-là, de se dire c'est ok qu'on soit pas d'accord, chaque point de vue est légitime, mais comment on continue en fait quand même d'être ensemble. Donc c'est cet accompagnement au changement dans le être ensemble. Ouais, et c'est un sacré défi ça. Je mets un billet dessus. Merci Candice pour cet échange. Merci à toi.